Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Let's Go Digital du MBA MCI. Donc moi je me présente, je m'appelle Florian, je suis étudiant au sein du MBA MCI et aujourd'hui je vais animer cet épisode. Donc j'ai le plaisir d'accueillir deux invités spéciaux, Thomas Bellec qui est chargé de mission agile au Crédit Agricole Assurance. Bonjour Thomas. Bonjour Florian. Et du coup, Chérif Gilani, chargé de marketing digital chez Digipod et aussi étudiant du coup MBI MCI. Bonjour Chérif. Bonjour Thomas. Bonjour Chérif. Donc aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et crucial pour notre époque, l'intelligence artificielle ou IA et son rôle en tant que catalyseur de la transformation numérique. Donc pour explorer ce thème, nous allons démystifier l'IA, comprendre les fondements de la transformation numérique et discuter de la manière dont l'IA peut non seulement soutenir mais aussi accélérer le modèle économique des entreprises. Donc en premier temps, on va essayer d'introduire l'intelligence artificielle. Et du coup, je vais vous demander de m'expliquer assez simplement ce qu'est l'IA et comment elle diffère des autres technologies numériques. Moi, je veux bien répondre à ta question, Florian. Enfin, en tout cas, apporter une première partie de la réponse. Je pense que si on devait essayer de donner une définition de l'IA, on pourrait dire celle-ci, que l'IA, enfin, l'intelligence artificielle, est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches nécessitant généralement l'intelligence humaine. Enfin, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'ai. Pour moi, l'IA, c'est un outil, donc je la définis de cette manière. Pierre, je sais pas toi ce que tu en dis, si tu as des choses à ajouter là sur ça. Oui, alors rapidement, l'IA, c'est pas un concept qui est nouveau. Donc, dès les années 50, tu as des scientifiques qui ont imaginé des machines capables de penser. Alan Turing, c'est le précurseur de l'intelligence artificielle, donc c'est un mathématicien britannique. Et lui, il explique comment une machine peut imiter l'intelligence humaine. Et il a créé un test qu'on appelle le test de Turing. Et cette méthode-là, en fait, elle consistait à faire communiquer un humain et un ordinateur. Et l'humain devait ensuite savoir si c'était un humain ou si c'était une IA qui lui répondait. Puis ensuite, vraiment, il y a eu de nombreuses innovations. Hein. C'est assez long. Donc, pour faire simple, tu as eu Deep Blue également en 1997 qui avait battu le célèbre Garry Kasparov, donc le joueur d'échecs. Et puis ensuite, on arrive maintenant à ChatGPT, donc cette IA générative qui peut te générer à la fois du texte, qui comprend le langage naturel, qui peut même te créer maintenant des images. Ok, c'est bien intéressant tout ça. Moi, ce que j'avais aussi, on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Et ce que je voudrais, c'est que vous me parliez des idées fausses que les gens ont souvent à propos de l'IA. Ok. C'est vrai que nous, hommes, humains, hein, on a des appréhensions vis-à-vis de l'IA, parce que forcément, ça fait, comme je l'ai dit dans ma définition, ça fait le travail d'un humain à sa place. Ça simule l'intelligence humaine. Mais il faut savoir que l'IA est là depuis plus longtemps que ça, comme l'a dit Chérif. Aujourd'hui, on a de trois types à peu près. Des algorithmes, parce que c'est ça une IA, ce sont des algorithmes statistiques complexes, donc déterministes. Ça, c'est le premier type. Donc, par exemple, un système de programme qui permet de chiffrer la donnée. C'est facile, il a un but, il exécute. Des algorithmes prédictifs. Généralement, ils font des prévisions, des modélisations, comme les prévisions météorologiques. Et enfin, les algorithmes empiriques. Ça, c'est les IA qu'on connaît aujourd'hui, comme ChatGPT. Eux, ils se basent sur l'observation, sur l'expérience. Et ils apprennent en fonction de ce qu'on leur donne. Ça, c'est super important. Et du coup, forcément, face à ça, l'humain, il comprend pas trop comment ça fonctionne, peut-être. Et ça vient prendre son métier, son expertise, il a peur d'être manipulé, de subir de la désinformation, et bien sûr, le côté tout ce qui est éthique et responsable, ça a un impact sur plein de choses. Tous les métiers aujourd'hui sont impactés, et ça génère de l'angoisse pour nous. Je ne sais pas si Chérif, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, effectivement, concernant l'angoisse, pourquoi maintenant les gens sont angoissés par rapport à l'IA? Ils sont angoissés parce que donc il y a une crainte de déshumanisation.
Et cette crainte-là, elle est liée au récit de science-fiction. Je pense à Frankenstein, par exemple, ou également le cinéma, hein, entretenu ça avec Terminator, l'Odyssée de l'espace, ou même des séries encore plus récentes comme Black Mirror. Donc il y a cette crainte-là, voilà, de déshumanisation. Il y a aussi une crainte de dépendance. Ça, on le voit actuellement avec le téléphone portable. Hein. Je pense qu'on est tous atteints par ce phénomène-là, qui est la nomophobie. Donc c'est quoi? C'est la peur en fait de se sentir tout simplement perdu quand on n'a plus notre smartphone auprès de nous. L'IA aussi, effectivement, elle crée une menace par rapport aux emplois. On a peur de perdre son emploi, d'être remplacé par une machine. Et ça remonte également à la nuit des temps. Hein. Ça remonte, je sais pas, mais je pense jusqu'au XVIIIe siècle. Il y avait le cas avec les tisserands qui avaient même cassé des machines à tisser parce qu'ils avaient peur de se faire remplacer par des machines. Mais voilà, faut nuancer ces menaces-là. Il y a la célèbre théorie de l'économiste Joseph Schumpeter qui parlait de la destruction créatrice. Donc bien sûr, ça va détruire des emplois, mais ça va en créer de nouveaux également. Tu vois, par exemple, chargé de mission agile, ça n'existait pas à l'époque. Chargé de marketing digital non plus. Donc il y a des métiers qui se créent, hein, comme data scientist, UX designer et autres. Voilà, donc faut vraiment un petit peu nuancer cette crainte qu'on a par rapport à l'IA. Alors, moi, j'entends beaucoup parler d'intelligence artificielle depuis ChatGPT. Mais on sait bien tous les trois qu'on l'utilise depuis bien des années sans nous en rendre compte. Est-ce que vous auriez des exemples à me donner? Oui, ben, justement. Alors, les gens effectivement utilisent l'IA sans s'en rendre compte. Et en fait, l'IA, elle est vraiment partout dans notre quotidien sans qu'on le sache. Et pour rebondir avec la question précédente, effectivement, les gens ont peur de l'IA, mais ils l'utilisent. Ça a un nom, ça s'appelle le paradoxe de confiance. Donc l'IA, elle est utilisée dans de nombreux secteurs, dans de nombreuses activités. Je pense notamment, allez, un exemple tout simple, quand on envoie un SMS, on a cette suggestion de mots, hein, ce fameux dictionnaire automatique, c'est en fait de l'IA prédictive. Netflix, YouTube ou Spotify, quand tu vas avoir ta musique préférée qui va être dans ton Spotify, eh bien ça c'est parce qu'il y a une IA derrière qui a analysé tes préférences et qui donc t'a suggéré, t'a recommandé du contenu. Donc c'est là, on va aller plus vers de la personnalisation. Pareil pour Amazon qui va te proposer des produits en fonction de ton historique d'achat ou de ton historique de navigation. Pour même te dire quelque chose, et ça c'est Amazon qui le dit, hein, eux-mêmes le disent, ils savent ce que tu vas acheter avant toi. C'est dingue. Les réseaux sociaux aussi, là il y a de l'IA partout. Ton fil d'actualité, les suggestions d'amis que tu vas recevoir, et même du coup les publicités. Elles sont personnalisées et elles sont spécifiques à tes préférences. Est-ce que Thomas, ouais, tu as quelque chose à compléter? Non, je te rejoins totalement. Il faut vraiment bien qu'on se mette ça devant nos yeux. Il ne faut pas se voiler la face sur la façon dont on utilise la technologie. Comme tu l'as dit, elle est partout depuis le début. Ça a commencé par les calculatrices qui calculent à notre place mieux que nous le nombre pi jusqu'à des millions de combinaisons. Et ça nous sert bien aujourd'hui dans notre quotidien de dire que écoute, je sais pas ce que je vais écouter ce soir comme musique, hop, Spotify, et j'ai un mix personnalisé. Je sais pas ce que je vais regarder à la télé ce soir parce que je suis épuisé de ma journée. Hop, Netflix est là, elle va te proposer un super film, Le Seigneur des Anneaux, tu vas rester imprégné pendant 3 heures, tu vas oublier toute ta vie pendant 3 heures, c'est super. Et en fait, l'IA nous sert. Elle nous donne, elle nous sert dans le divertissement partout. Et faut pas qu'on voit la face sur l'utilité qu'on en a déjà et pas prendre peur sur des modèles génératifs qui, attention, pensent comme nous. Et comme je le rappelle, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, attention. En tout cas, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Bon, alors je pense ici qu'on a bien introduit l'IA et j'aimerais bien passer du coup sur la transformation numérique.
Et du coup, si vous pouviez m'expliquer pour vous les 4 caractéristiques principales de la transformation numérique. Je vais bien si commencer, si tu es d'accord, Chérif. Oui, je t'en prie, vas-y Thomas. Ok. Alors déjà une petite définition rapide. La transformation numérique, c'est quoi? C'est un processus par lequel les entreprises intègrent des technologies, qu'elles soient digitales ou autres, dans tous les aspects de leur opération, stratégique, opérationnelle, etc. Et ça modifie fondamentalement la façon dont elles fonctionnent et comment elles apportent de la valeur à leurs clients. Et pour faire ça, ça peut se décliner en différents axes. Et là, je vais en donner 4. Le côté user-centric, customer-centric, intermédiation et data-centric. En gros, c'est comment est-ce qu'on met l'utilisateur au centre de nos décisions stratégiques, comment est-ce qu'on s'intéresse au plus près aux clients et à ses besoins, comment est-ce qu'on connecte les entreprises et les consommateurs le plus facilement possible et comment on utilise la data dans tout ça pour l'utilisation de la data comme moteur dans la stratégie des entreprises. Donc ça, pour moi, c'est la transformation numérique. Chérie, si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Oui, je suis d'accord. Donc l'intermédiation, en fait, c'est cette captation de valeur. Par exemple, si je te demande, Thomas, quel est le plus grand taxi au monde, tu me répondrais. Je vais dire Uber, c'est ça? Voilà, Uber, exactement. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils prennent le client et ils s'adressent au fournisseur pour fournir justement les actifs nécessaires. C'est ça toute la force de l'intermédiation. Ils n'ont pas tous ces actifs, tous ces coûts fixes à devoir à gérer. Et c'est très malin. Puisque ça change en fait le business model. D'ailleurs, le point majeur de la transformation numérique d'une entreprise, c'est justement cette transformation du business model. On a tendance à réduire la transformation numérique à une transformation technologique, mais en fait, on passe de la vente d'un produit au point d'arrivée, qui est l'usage. Voilà comment je pourrais compléter la juste définition qu'a donné Thomas de la transformation numérique. Donc, je vous entends parler de Uber, toutes ces grosses entreprises qui ont déjà mis en place, et surtout, en fin de compte, qui sont nées du digital ou du numérique. Comment, en tant qu'entreprise traditionnelle, et je mets des guillemets, je peux mettre en place des initiatives de transformation numérique? Et je veux bien prendre la parole. Je t'en prie. Super, merci Florian. Je pense que une entreprise qui aujourd'hui est dite traditionnelle, comme tu le dis Florian, elle peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain à devenir une entreprise numérique over the top, challenger ou même numéro 1 dans son domaine. Je pense qu'elle doit passer par des petits pas, par itération. Elle peut pas se lancer comme ça, c'est pas possible. Ça demandera trop d'efforts financiers. Elle a peut-être pas les ressources humaines pour le faire. Donc c'est petit pas par petit pas. Quelque chose qui est maintenant assez ancré dans la tête des entrepreneurs, c'est la data. La data, c'est un super axe. Ça permet de répondre à plusieurs des 4 axes qu'on a parlé tout à l'heure, notamment comment j'identifie mes clients et comment je les connais mieux. Par exemple, Procter & Gamble, alors c'est pas une petite entreprise, certes, mais elle a transformé son approche en se concentrant sur les besoins des consommateurs. Et grâce à cette analyse approfondie, elle a pu vraiment répondre mieux en faisant des campagnes plus ciblées, donc forcément qui coûtent moins cher, parce qu'on ne l'adresse pas à la masse, on l'adresse à ses clients et pas d'autres. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple que tu as choisi pour compléter ce que tu as dit. Donc, je pense que il faut partir aussi d'une évaluation des besoins. Et puis ensuite, il faudrait élaborer une stratégie avec des objectifs toujours à court, moyen et long terme. Et pour mettre en place donc cette transformation numérique, donc il y a des hommes et des femmes derrière tout ça, donc il faut qu'il y ait une formation et des compétences. Donc cela, ça peut se faire par des formations en interne, des cours en ligne, et aussi on a des certifications professionnelles. Et il faut que cette acculturation, elle se fasse quotidien. Au quotidien, grosso modo, il suffit pas, vous savez, de faire une certification au travail pour comprendre les tenants et aboutissants de la transformation du numérique ou de l'IA. Il faut vraiment s'approprier les outils et comme tu disais, Thomas, c'est du test and learn, par petits pas, comme tu disais.
l'adoption, elle doit vraiment se faire de manière progressive et pourquoi pas commencer par des projets pilotes dans un département spécifique. On fait appel souvent aussi, tu sais, à des consultants, des experts, donc il faut qu'il y ait un accompagnement là-dessus. Et puis voilà, surveiller également les performances qui ont été atteintes grâce au déploiement de ces outils. Il faut toujours mesurer nos résultats. Eh bien, je pense qu'ici, on a une bonne introduction sur l'intelligence artificielle et du coup la transfo numérique. Moi, je vous ai entendu parler de modèles économiques depuis tout à l'heure et j'aimerais bien faire la corrélation entre les deux, du coup l'intelligence artificielle et le modèle économique. Donc ma question ici, ça va être, alors comment l'intelligence artificielle peut-elle être intégrée directement dans les modèles économiques actuels des entreprises? Je vais bien apporter une première partie de réponse. Je pense que si on reprend ce que je disais tout à l'heure sur la data, c'est un outil qui est déjà présent dans les entreprises. Par exemple, on utilise sûrement des ERP pardon, ou des CRM qui collectent déjà des insights et des données sur les clients, notamment par exemple en banque ou en assurance, dans mon cas, dans mon entreprise, c'est ça. Donc, il y a déjà une donnée qui est présente. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on aligne la data sur la stratégie d'entreprise? Comment on fait pour que les deux matchent ensemble, pour définir après des KPI qui ont un réel impact sur les process, sur les outils et bien sûr sur le business de l'entreprise. Parce que ça qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si on met de l'IA quelque part pour juste mettre de l'IA parce que c'est un buzzword et il faut faire ça parce que le concurrent s'y est mis, mais qu'on n'a pas de stratégie derrière, d'impact sur les services dans lesquels ils sont implantés, comme le RH ou les process ou encore le développement d'applications, là, on va lâcher vraiment beaucoup de finances, de ressources financières dans un béant dont on ne va pas maîtriser les tenants et les aboutissants. Comme l'a dit Chérif, il faut passer par des certifications, des formations. Donc, Chérif, t'en dis quoi de ça? Je suis tout à fait aligné. Je vais résumer un petit peu tout ça. Donc, effectivement, l'IA, elle va te permettre d'automatiser des processus, d'avoir plus de personnalisation et de recommandations. On l'a vu au travers des exemples de Netflix et d'Amazon. Également au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de la logistique, puisque grâce à ça, on va pouvoir prédire une demande et donc optimiser les stocks. Et comme tu l'as si bien dit, l'analyse de données est cruciale pour avoir une bonne prise de décision. C'est très intéressant, d'où ma question maintenant. Est-ce que vous avez des exemples concrets où l'IA a permis de transformer un modèle économique traditionnel ou numérique que l'on connaît déjà? Ouais, alors moi j'ai un bon cas. Ça concerne une société américaine d'épicerie fine qui s'appelle Hungry Roots. C'est quand même une épicerie fine qui est valorisée à peu près 750 millions de dollars. Hein. Et en fait, ils sont partis d'une question très simple, d'où tout à l'heure pourquoi je parlais du besoin. En fait, c'est la question qu'on se pose tous, qu'allons-nous manger ce soir? Eh bien, Hungry Roots, ils ont cherché une solution pour justement aider le consommateur à faire à manger et à pouvoir faire ses courses. Et ils ont développé une IA. Grâce à cette IA prédictive, elle permet de créer le panier pour chaque client en fonction de ses préférences, en fonction de ses objectifs et des informations sur la taille de la famille, par exemple. Eh bien, mine de rien, tu as à peu près 70% des produits qui sont achetés grâce à cet algorithme-là. Et deuxième chose, c'est que les clients ils vont économiser une vingtaine de dollars par rapport, s'ils avaient fait leurs courses dans la boutique en bas de chez eux et qui ne passent pas par une IA. Donc, pourquoi c'est très intéressant cet exemple? Parce que là, tu as une personnalisation des commandes. Mine de rien, tu as de la réduction du gaspillage alimentaire. Tu as une augmentation des revenus, parce que Hungry Root, du coup, augmente ses revenus grâce à ça, et tes clients sont plus fidèles et donc plus satisfaits aussi. Et donc là, grâce à l'IA, on intègre aussi les préoccupations qui sont sociétales, environnementales et économiques, donc le RSE. Aujourd'hui, on voit que l'IA va nous permettre d'accélérer le modèle économique. D'après vous, quels sont les risques associés à cette accélération et comment on pourrait les alléger?
Alors effectivement, tu as plusieurs risques. On en avait évoqué un tout à l'heure, que ça concernait la perte d'emploi, hein. Donc l'automatisation, c'est vrai qu'elle peut remplacer des emplois, mais bon, elle va en créer d'autres, hein. Donc c'est toujours à nuancer ce point-là. Ça va aussi créer des inégalités économiques, selon moi. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des écarts entre les entreprises, entre celles qui vont adopter rapidement ces technologies-là et puis celles qui vont pas y parvenir, hein, qui vont pas prendre le train en marche. Selon moi aussi, il y aura une fracture sociale. Il faut si on regarde au niveau du monde, hein, en France, c'est vrai qu'on utilise l'IA, aux États-Unis et ailleurs, mais dans d'autres pays, non. Il y a l'IA aussi a des biais, hein, on l'a dit tout à l'heure, voilà, l'IA c'est quelque chose, c'est l'artificiel, ça a été créé par l'homme, donc il peut y avoir aussi des biais, de la discrimination, et il y a aussi quand même quelque chose d'important, c'est tout ce qui va être lié à la sécurité des données. Alors, comment les alléger? Tout simplement, pour la perte d'emploi, ça va être de la reconversion professionnelle, hein, tout simplement, en développant nos compétences. La réglementation, elle a un rôle majeur à jouer, donc pour mettre un cadre à tout ça et que ça ne soit pas un petit peu le Far West, et renforcer la cybersécurité au sein des entreprises. Et également, en fait, faut pas oublier que l'IA aussi pollue. Et il faut qu'il y ait vraiment un consensus, selon moi, à l'échelle mondiale, un consensus éthique, écologique et responsable. Pour terminer ce podcast, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises ou aux étudiants qui souhaitent se lancer dans l'utilisation de l'IA pour la transformation numérique, quel serait-il? Ah, vaste question. En fait, elle est assez simple. Venez au MBMCI, je dirais. Bon, c'est un peu auto-centré, je suis désolé. Mais en fait, la question elle est plus grande que ça, hein, elle tient en 3 mots, hein, c'est acculturation, pédagogie et formation. On s'acculture pour connaître ce à quoi on fait face. C'est quoi une IA? On en a parlé. Pédagogie, on apprend l'IA des meilleurs. On va avoir des agences comme 3h33 où on fait appel à Alexandre Stopnicky pour nous aider, par exemple. Ces acteurs, ce sont des pionniers du digital qui sont déjà là. Et après, il y a la formation. On trouve une école, on trouve des certifications, on trouve quelque chose qui nous permette de l'utiliser, de créer des cas d'usage. Et ça va nous permettre d'avoir une prise de conscience, de bien démystifier l'IA, comme on en a parlé, de savoir à quoi ça sert dans notre quotidien, dans notre transformation, comment on génère du business avec, comment on l'utilise de façon efficace. Et pour finir et répondre à ta question, le conseil, c'est allez-y, sortez de votre zone de confort, c'est important, parce que c'est difficile de se remettre dans un autre environnement mental où il faut réapprendre les choses. Mais c'est un mindset, c'est un switch à faire et qui va vous permettre après de décharger tout le savoir que vous allez avoir avec l'IA et d'aller plus loin dans votre entreprise et dans votre vie personnelle aussi. Je te rejoins, ouais, évidemment, et je dirais que simplement qu'on soit étudiant ou entreprise, il faut identifier un besoin. L'IA, c'est un outil, et par exemple, voilà, en reconversion professionnelle, on a identifié ce besoin-là d'acquérir de nouvelles compétences, donc on s'est inscrit au MBA-MCI. Tout est parti en fait du besoin. Exactement. Eh bien, parfait. Merci d'avoir accepté l'invitation, Thomas et Shérif. Un plaisir. Merci Florian. On va se recroiser et je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup, Florian. Merci Florian. Au revoir tout le monde.